La chambre d'hôpital était silencieuse, trop silencieuse pour une nuit si chargée d'angoisse. Les machines bipaient doucement, leur rythme rappelant à Rachel le battement de son propre cœur, régulier, obstiné, refusant de s'arrêter. Evelyn se pencha sur le lit de sa fille, ses boucles d'oreilles en diamant reflétant la lumière stérile. Ses lèvres, peintes en rouge écarlate, s'étirèrent en ce qui aurait pu passer pour un sourire si ce n'était l'éclat calculateur dans ses yeux. « Si tu n'y arrives pas, murmura-t-elle en écartant une mèche de cheveux du front pâle de Rachel, ta sœur aura la maison. » Rachel Ennis s'élapa. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait sous le fin drap blanc, son esprit plus vif que le scalpel qui allait bientôt l'ouvrir. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas de l'amour. C'était un avertissement. Et Evelyn ne se doutait pas qu'il était déjà trop tard. Rachel avait réécrit le testament 3 mois auparavant, en privé, avec Greg, son ami d'enfance devenu avocat. La maison pour laquelle elle s'était sacrifiée, qu'elle avait nettoyée sans relâche dans sa jeunesse et pour laquelle elle avait dépensé toutes ses économies jusqu'à la mort de son père. Elle n'était plus l'argument de négociation d'Evelyn. Elle ne reviendrait pas à Nicole, la fille chérie qui n'avait jamais levé le petit doigt. C'était à Janet, la voisine discrète qui apportait de la soupe les jours de froid et restait quand la douleur la faisait vomir. La seule à rester quand il n'y avait rien à gagner. Rachel savait que l'opération était risquée. Une tumeur vasculaire rare entourait sa colonne vertébrale comme un amant jaloux, trop proche des artères principales, trop tenace pour être bénigne. Mais sa famille n'était pas venue par amour. Ils affluaient comme des vautours, convaincus qu'elle ne survivrait pas. Elle ne leur avait rien dit. Elle n'en avait parlé à personne, sauf à Greg. Rachel, la forte, toujours silencieuse, toujours endurante. Elle avait appris très jeune que les émotions étaient un luxe dans un foyer où la survie était conditionnée. Elle en avait assez du silence. La salle de réveil sentait l'antiseptique et les œillets fanés. La gorge de Rachel brûlait, son dos hurlait, et ses yeux s'ouvrirent brusquement face à la clarté douloureuse du monde qu'elle avait refusé de quitter. Vivante, elle était vivante. La douleur enveloppait son corps comme un corset de fer, mais il y avait un soulagement en dessous, comme reprendre son souffle après avoir frôlé la noyade. Une infirmière ajusta le cordon à 4 voix à côté d'elle, murmurant des mots doux qu'elle avait du mal à assimiler. Mais ce qui perça le brouillard en premier, ce ne fut pas la gentillesse. C'était le bruit de son téléphone qui vibrait. Encore et encore. Messages vocaux après messages. Plus de 70 ans. L'hôpital avait restreint les appels pour préserver son repos, mais dès qu'elle toucha son téléphone, les appels déferlèrent comme un raz-de-marée, chacun révélant une nuance de manipulation. La voix de Nicole fut la première, douce comme du miel et tout aussi collante. « Salut, ma sœur. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais je suis là pour toi. Je veux juste ce qu'il y a de mieux. Tu sais que maman aussi est inquiète. » Le message suivant était plus froid. « Rachel, tu devrais vraiment réfléchir à ce qui se passera si tu n'arrives plus à gérer les choses. La maison ne devrait pas rester là. Nicole a des projets. Elle est responsable. Un autre. J'essaie d'être patient, mais ce silence est cruel. Nous sommes une famille. Pourquoi rends-tu les choses plus difficiles que nécessaire? » Au message vocal 41, le ton de Nicole avait complètement changé. L'inquiétude avait disparu, remplacée par une fureur à peine déguisée en chagrin. « Je sais ce que tu fais. Tu as toujours joué la victime. Cette fois, tu devrais peut-être faire ce qui est juste, pour une fois dans ta vie. » Rachel se redressa lentement, respirant malgré la douleur. Elle aurait dû s'y attendre. Ces femmes, sa mère et sa sœur, ne souffraient pas. Ils ont calculé. Ils n'ont pas pleuré. Ils ont mesuré ce qu'ils avaient à gagner. Son regard se porta sur le petit vase posé sur la table de chevet. Celui de Lily. C'était Janet qui les avait apportés. Pas d'appel, pas de présentation. Juste un coup discret de l'infirmière tout à l'heure. Votre voisin vous a laissé ça. Aucune attente. Juste des cadeaux. Rachel repensa à l'époque où elle regardait Janet désherber tranquillement son jardin au crépuscule. Toujours seule. Toujours stable. Quand les migraines de Rachel s'aggravèrent, Janet apporta des feuilles de menthe et de l'aspirine. Quand la batterie de sa voiture est tombée à plat en plein hiver, Janet avait appelé sa cousine pour la faire démarrer, sans qu'on lui demande. Evelyn n'avait jamais fait ça. Nicole ne l'aurait même pas remarqué. Rachel éteignit son téléphone. Le lendemain matin, Greg arriva, son costume froissé, mais le regard brillant. Il tira une chaise,
déposa un dossier sur ses genoux et lui lança un regard que seuls des amis de longue date pouvaient échanger. « Je ne voulais pas vous déranger hier. » A-t-il dit, mais l'acte est officiellement déposé. La maison est dans la SARL. Vous êtes en sécurité. Ils ne peuvent pas y toucher. Rachel laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Greg ouvrit le dossier et lui montra les papiers, les documents de fiducie, le titre de propriété de la SARL, le Nouveau Testament, tout cela scellé. Il avait tout fait exactement comme prévu. La maison n'était plus une récompense en suspens pour sa mort. Elle lui appartenait pleinement et irrévocablement. Des retombées? Demanda Rachel. Greg eut un petit rire sombre. Disons que Nicole a déjà posté des stories Instagram très théâtrales. Evelyn a appelé mon bureau et m'a laissé un message disant, et je cite, « Grégory, je suis déçu. Ton père n'aurait jamais toléré une telle méchanceté. » Rachel a failli rire, presque. « Ils pensent que je suis morte, dit-elle d'une voix de cheval. Et ils ont montré qui ils étaient vraiment. » Greg se pencha en arrière. « Maintenant, ils doivent voir qui tu es vraiment. » Rachel regarda par la fenêtre. La lumière du matin était faible et grise, mais cela n'avait pas d'importance. Quelque chose avait changé. L'opération avait amputé une partie de sa colonne vertébrale, laissant une cicatrice qui s'étendait le long de son dos comme une feuille de route de survie. Mais en retour, elle lui avait apporté de la clarté. Elle ne voulait plus s'expliquer, n'avait plus besoin de gagner leur amour. Elle avait Greg, elle avait Janet, et bientôt son jardin de lavande serait à nouveau en fleurs. Le soleil brillait, projetant une pâle lumière printanière sur le modeste jardin de la maison de Rachel. Des pissenlits avaient percé les fissures de l'allée, et les buissons près du porche étaient sauvages et mal taillés, comme si la nature s'impatientait d'attendre son retour. Elle se tenait sur les marches, Janet à ses côtés, le corps encore douloureux, ses mouvements lents et prudents. La cicatrice dans son dos était en voie de guérison, mais elle tiraillait à chaque mouvement trop rapide ou trop penché. Pourtant, Rachel se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Tu manques à cet endroit, » dit Janet en effleurant du doigt la balustrade en bois, désormais ébréchée. On dirait qu'elle a retenu son souffle pendant toute ton absence. Rachel Surratt Fablemet. Ou peut-être qu'il m'a abandonné, comme tout le monde. Non, dit Janet fermement. Cette maison, c'est que vous vous êtes battu pour la garder. Elle tient bon grâce à vous. Le jardin était en désordre. Les tiges sèches claquaient comme des os au vent, et le buisson de lavande près de l'allée s'était desséché après des mois de négligence. Mais Rachel voyait plus que des fleurs fanées. Elle voyait du potentiel. Elle voyait un commencement. Brian, l'adolescent d'accent grave côté, arriva juste au moment où les femmes descendaient du porche. Il portait des écouteurs autour du cou et une paire de ciseaux rouillés. « Ma mère m'a dit que tu étais de retour », marmonna-t-il en jetant un coup d'œil à Janet, puis à Rachel. « Je peux t'aider, si tu veux. » Rachel cligna des yeux, surprise. « Aider pourquoi ?» Il donna un coup de pied dans la terre. « Tu sais, le jardin. Mon père était paysagiste. Il m'a appris des choses. » Janet fit un signe de tête à Rachel. « Qu'en penses-tu? Fais confiance au jeune homme. » Rachel Ritt Dowsmet. « Bien sûr. Mais ne coupez pas ma lavande. Elle n'est pas morte. Il faut juste du temps. » Brian Surratt. Super. À l'intérieur de la maison, Rachel fit sa première véritable inspection depuis son retour. Le craquement familier du plancher. L'odeur du vieux bois et de l'huile essentielle de citron. Les archives de son père trônaient encore dans leur caisse poussiéreuse, dans un coin du salon. Elle s'était battue pour conserver cette maison à sa mort, cumulant 2 emplois et sacrifiant vacances et confort pour préserver ce qu'Evelyn était prête à vendre pour de l'argent. Nicole avait un jour ricané. « Pourquoi t'accroches-tu à cet endroit comme s'il était sacré ?» Parce qu'il l'était. Parce que c'était le seul endroit qui lui avait jamais semblé sien. Pas une chambre empruntée dans le monde d'Evelyn. Pas une gentillesse passagère de Nicole. La maison contenait des histoires importantes. Des souvenirs. Des luttes. Resilience. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un SMS. « Nicole, puisses-tu es de retour? On devrait peut-être parler. On est toujours sœurs. Ne sois pas cruelle. » Rachel ne répondit pas. Ce soir-là, autour d'une tasse de thé, Rachel et Janet étaient assises sur la véranda, regardant Brian tailler des arbustes envahissants avec plus d'enthousiasme que d'habileté. « Tu fais ce qu'il faut ?» dit Janet doucement. « Quelle partie? » Ne pas y répondre. Ne pas retomber dans les pièges. Tu as dépassé cette cage. Rachel fixait le ciel.
La maison se dressait derrière elle telle une forteresse, son nom désormais gravé sur chaque ligne légale. Mais son cœur était encore meurtri, encore sous le choc de savoir que sa mère et sa sœur avaient préparé ses funérailles avec des sourires d'argent et des mains avides. Je pensais que si j'avais travaillé assez dur, ils m'aimeraient comme ils aiment Nicole, dit-elle. Janet se pencha et posa la main sur celle de Rachel. Et maintenant? Rachel regarda le jardin, où Brian plantait la première lavande fraîche, les mains couvertes de terre. Maintenant, je n'en ai plus besoin non plus. C'était un dimanche après-midi teinté d'or doux et de trahison. Rachel se tenait dans la cuisine, versant 2 tasses de thé d'Argeling, infusé exactement comme Evelyn l'aimait. L'odeur emplissait l'air, riche et nostalgique, même si Rachel réalisait maintenant combien de souvenirs étaient empreints de ressentiment. Elle disposa les tasses en porcelaine sur le plateau, à côté des morceaux de sucre, des tranches de citron et des cuillères en argent. Chaque détail était intentionnel. Chaque élément était une performance. Ils avaient appelé à l'avance. La voix d'Evelyn était douce, mais saccadée. On devrait passer. Il est temps de s'asseoir, poliment. Rachel accepta, mais pas par pure sérénité. Elle avait besoin de les regarder dans les yeux et de leur montrer à quoi ressemblait la survie. À 15 heures précises, leur voiture s'arrêta. Evelyn en sortit la première, habillée comme pour une garden party. Chemisier en soie, blazer couleur crème et ses perles emblématiques qui avaient appartenu à la grand-mère de Rachel. Nicole la suivait dans une combinaison bleu marine, des lunettes de soleil trop grandes pour son visage, comme si se cacher derrière elle la protégerait des conséquences. Janet se tenait dans le couloir, les bras croisés. « Tu veux que je reste ?» répondit Rachel sans hésiter. « Je veux que vous le voyiez aussi. » La sonnette retentit. Rachel ouvrit calmement, les saluant avec la grâce qu'Evelyn lui avait imposée pendant des années, sans jamais la modeler. « Entrez, dit-elle. Le thé est prêt. » Ils entrèrent avec des sourires crispés et les épaules tendues, scrutant la maison comme des étrangers. Le regard d'Evelyn s'attarda sur les nouveaux pots de lavande près de la fenêtre et sur l'éclat du sol fraîchement nettoyé. Le regard de Nicole se porta sur la table à manger, puis sur le couloir, comme si elle mesurait déjà ce qu'elle pensait posséder un jour. Elles s'assirent. Rachel servit le thé en silence, observant les 2 femmes faire semblant d'être à l'aise. Evelyn remua son thé 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours 3 fois. Nicole ne toucha pas le sien. Alors, commença Evelyn en posant soigneusement sa tasse. « Tu as l'air en forme. Ta convalescence doit être meilleure que prévu. » Rachel hocha la tête d'un air détaché. « Ça l'est. Je suis en vie. » Déçu. La bouche d'Evelyn se contracta. Nicole tressaillit. « Ne dramatise pas, » dit Nicole sèchement. « Nous étions inquiets. Tu n'as répondu à personne. Tu nous as coupés. Je guérissais. De la chirurgie et du délire. » Evelyn soupira, toujours maîtresse du calme las. « Rachel, ne faisons pas ça. Nous sommes une famille. La maison, ce n'est pas seulement un bâtiment. C'est votre héritage. Et c'est tout à fait normal. » Rachel se leva, se dirigea vers un tiroir du placard latéral et revint avec un dossier. Elle le posa sur la table. À l'intérieur, des relevés bancaires, des messages imprimés, des photos. « Arrêtons de faire semblant, » dit-elle. « Nicole, tu détournes l'argent de maman depuis des années. Tu utilises ses comptes, tu imites sa signature sur cette carte de crédit commune. Evelyn, ne sois pas choquée. Je sais que tu le savais. Tu n'as rien fait pour l'empêcher. Tu l'as protégée parce que tu préférais aider une fille en or plutôt que d'admettre avoir laissé tomber celle qui est restée. » Le visage de Nicole se vida de ses couleurs. Evelyn ouvrit légèrement la bouche, mais ne parvint pas à prononcer un mot. Rachel continua. « Tu es venue ici aujourd'hui non pas pour faire la paix, mais pour voir si j'étais encore faible. Toujours reconnaissante pour les miettes. Tu n'auras pas la maison. Tu ne l'auras jamais eue. » Elle prit le 2e dossier, plus fin mais plus lourd par implication. « Voici l'acte. Il est sous licence SARL. Vous ne pouvez pas intenter de poursuite. Vous ne pouvez pas contester le testament. Et si vous empiétez sur les lieux, je porterai plainte. J'ai des avocats et du temps. Et contrairement au passé, je n'ai plus peur d'aucun de vous. » Le silence qui suivit était presque sacré. Les lèvres de Nicole tremblèrent. « Tu ne le penses pas vraiment. Je n'ai jamais rien pensé de plus. » Ils sont partis en quelques minutes, perles tintantes, fierté brisée. Nicole murmura d'endurance. Evelyn ne dit même pas au revoir. Elle sortit comme une reine déchue. Rachel ferma lentement la porte. Derrière elle, Janet applaudit doucement.
C'était, murmura-t-elle, le meilleur thé que j'ai jamais bu. Rachel expira profondément et s'affala sur une chaise. Je n'ai pas gagné, murmura-t-elle. J'ai juste arrêté de perdre. La nuit était calme, à l'exception du bourdonnement des cigales sur une vieille radio. Rachel était allongée dans son lit, le corps endolori par la récupération physique et la libération émotionnelle. La confrontation se rejouait en boucle dans sa tête. Le silence glacial de sa mère. L'incrédulité de Nicole. Mais ce n'était pas de la satisfaction qu'elle ressentait. Pas encore. C'était quelque chose de plus profond, de brut. Elle se retourna et prit son téléphone. 73 messages vocaux s'étaient accumulés pendant son séjour à l'hôpital, se multipliant comme des mauvaises herbes alors qu'elle était inconsciente ou trop sous traitement pour s'en soucier. Elle les avait ignorés en rentrant chez elle, préférant l'action aux réponses. Mais ce soir-là, quelque chose en elle s'éveilla. Elle appuya sur lecture. Messagerie vocale numéro 1, Evelyne. Rachel, c'est ta mère. J'espère que l'opération s'est bien passée. Appelle-moi quand tu pourras. J'ai juste besoin de savoir ce qui se passe à la maison. On s'en occupera si tu ne peux pas. Message vocal numéro 4, Nicole. Salut, ma sœur. Je me disais que si quelque chose arrivait, je serais ravi de gérer l'endroit. Enfin, tu ne voudrais pas qu'il tombe en ruine. Je dis ça comme ça. Message vocal numéro 9, Evelyn. Rachel, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Les impôts, les clés, tout doit être en ordre en cas de problème. Tu aurais dû me donner une procuration. C'était imprudent. Rachel marqua une pause, la boule au cœur. Ses appels n'étaient pas inquiétants. C'étaient des vautours qui tournoyaient. Elle sautilla. Messagerie vocale numéro 26, Nicole. Wow. Alors tu disparais comme ça? Tu ne dis même pas à ta famille ce qui se passe? Égoïste. Te pique. Tu veux toujours être la victime. Message vocal numéro 32, Evelyne. Tu sais, si tu avais été un peu plus aimable, plus reconnaissante, rien de tout cela ne serait nécessaire. Je t'ai élevé mieux que ça. Ou peut-être pas. Messagerie vocale numéro 39, Nicole. J'ai vérifié à l'hôpital. Ils ont dit que ton état était stable. Alors pourquoi ce silence? Est-ce une forme de culpabilité? Tu veux qu'on te supplie? D'accord, Rachel. Appelez-moi, s'il vous plaît. Au numéro 50, le ton a changé. La colère a cédé la place au désespoir. Une fausse affection est revenue comme un masque remis à la hâte. Messagerie vocale numéro 53, Evelyne. Tu me manques. Tu nous manques. On recommence, d'accord? On est une famille. Ça doit bien compter. Rachel essuya une larme dont elle n'avait pas remarqué la présence. Ça comptait, mais pas comme il le pensait. Elle écouta jusqu'au bout, silencieuse dans sa chambre, à l'exception du bruit des mensonges qui se dévoilaient. Le lendemain matin, Rachel les effaça tous. Tous les messages vocaux. Toute trace de performance et de manipulation avait disparu. L'acte n'était pas amer. C'était libérateur. Elle sortit dans le jardin où Janet et Brian l'attendaient. Le soleil était doux mais éclatant, baignant la cour de promesses. Brian était agenouillé près du buisson de lavande, qui refleurissait de délicates fleurs violettes. On dirait qu'il a survécu à l'hiver, dit-il en la regardant en plissant les yeux. Rachel s'agenouilla lentement à côté de lui. Son dos lui faisait mal, mais elle ne broncha pas. Moins en place. Janet lui passa une petite truelle de jardinage. Nous plantons de nouvelles racines aujourd'hui. Rachel l'a accepté. Non pas par besoin d'oublier, mais parce qu'elle était prête à évoluer à sa façon. Le premier lundi du printemps s'est levé dans un étrange silence, celui qui annonçait le changement, non le chaos. Rachel se tenait pieds nus sur le porche, une tasse de café dans une main, l'acte de propriété dans l'autre. Le document était lourd, non seulement en papier, mais aussi en principe. Cette maison, cette structure de briques et de souvenirs, n'était plus un champ de bataille. C'était son sanctuaire. La brise fraîche caressait sa peau, et elle souriait faiblement. Les oiseaux chantaient plus fort ce matin, presque comme pour célébrer sa survie. Elle entra, ouvrit le tiroir sous le miroir du couloir et glissa l'acte dans le coffre-fort ignifuge que Greg avait installé 2 semaines plus tôt. Non pas caché, mais protégé. Et cette fois, la protection n'était pas seulement légale, elle était émotionnelle. Elle n'avait plus besoin de prouver qu'elle était propriétaire. Elle était la maison. Plus tard dans la journée, Greg arriva vêtu d'une veste bleu marine, les manches retroussées, le visage débraillé par des journées de rédaction de paperasse implacable.
Il apportait des bagels et des mises à jour juridiques. Bonne nouvelle, dit-il en lui tendant un dossier en papier craft. La SARL est en parfait état. J'ai déposé un avenant à la fiducie qui la protège davantage contre les réclamations familiales. Même s'ils essayaient, ils devraient contourner 10 niveaux de clause. Rachel a pris le dossier avec gratitude. Tu n'es plus seulement un avocat, Greg. Tu fais partie de la famille. Il sourit. Meilleur que celui dans lequel tu es né, j'espère. Elle ne répondit pas. Elle n'était pas obligée de le faire. Il le savait déjà. L'après-midi, la maison était animée. Janet apporta des pots de thym et de romarin frais. Brian ratissait le jardin, écouteurs sur les oreilles, la tête dans les oreilles, au rythme d'une playlist qu'il jurait que Rachel était trop grande pour comprendre. « Tu es le premier adulte à ne pas m'avoir traité comme un enfant de charité, » dit-il d'un ton désinvolte lorsqu'elle lui tendit une limonade. « C'est peut-être parce que j'en ai été à moi-même, » répondit-elle. Ils travaillèrent ensuite en silence, ce silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Le soir, Rachel s'assit sur les marches de derrière, regardant le coucher de soleil s'étaler sur le ciel comme un vin renversé, orange, rose, violet foncé. Le vent apportait un léger parfum de lavande en fleurs. Janet la rejoignit, 2 tasses de camomille à la main. Elles sirotèrent en silence. « Tu as changé, » dit finalement Janet. Rachel Ennis Silapa. La survie fait ça. Non, corrigea doucement Janet. Tu n'as pas seulement survécu. Tu as réécrit ton histoire. Ce n'est pas de la survie. C'est ça, être auteur. Rachel baissa les yeux sur ses mains, plus fortes maintenant, marquées de cicatrices, mais fermes. Pendant des années, j'ai cru que l'amour signifiait tolérance, pardon sans excuse. Mais maintenant, elle leva les yeux vers le ciel. Je sais maintenant que l'amour commence par se protéger. Et parfois, cela signifie fermer la porte, même quand ça fait mal. Janet lui serra l'épaule. Ils s'attendaient à ta faiblesse. Ils n'ont jamais compté sur ta volonté. Rachel hocha lentement la tête. C'est parce qu'ils ne m'ont jamais vu. Mais moi, si. Je me revois maintenant. Et dans le reflet du ciel qui s'assombrissait, pour la première fois de sa vie, Rachel ne voyait ni une fille, ni une sœur, ni un bouc émissaire. Elle voyait une femme revenue du bord du gouffre et bâtissant une maison de ses propres mains. L'été arrivait lentement à l'avant des îles, apportant avec lui une chaleur qui ne se ressentait pas seulement dans l'air, mais aussi dans la vie qui régnait désormais dans la maison. Rachel avait peint la porte d'entrée d'un rouge audacieux et provocateur. La lavande bordait l'allée, en pleine floraison, se balançant au rythme de la brise. La maison ne résonnait plus de fantômes. Elle vibrait de paix. À l'intérieur, des photos encadrées étaient accrochées au mur autrefois nu. Janet souriait, un verre de vin à la main. Brian dans le jardin brandissait une tomate comme un trésor. Greg se tenait aux côtés de Rachel sur les marches du palais de justice après avoir finalisé la fiducie. Ce n'était pas de simples instantanés. C'était la preuve que la maison n'était pas une structure. C'étaient les gens qui se présentaient là où personne d'autre ne venait. Les appels d'Evelyn et Nicole avaient cessé depuis 2 semaines. Rachel ne les avait pas bloqués. Elle n'en avait pas besoin. Le silence était plus pesant que toute réponse qu'elle aurait pu donner. Un après-midi, Rachel reçut une lettre, sans adresse de retour. L'écriture était indubitable. Nicole, Rachel, je crois que je t'ai sous-estimé. Encore une fois. Je pensais que tu mourrais et que la maison serait à moi. Je ne pensais pas que tu survivrais avec plus que des cicatrices. Je ne m'attendais pas à ce que tu survives avec une colonne vertébrale. Je ne te demanderai pas pardon. Nous savons tous les deux que je ne le mérite pas. Mais peut-être qu'un jour tu me croiras quand je te dis ça. Je t'aimais. Je ne savais juste pas comment faire mieux. Je suis désolé. Rachel l'a lu une fois. Je l'ai plié soigneusement. Elle a glissé dans un tiroir. Non pas parce qu'elle lui pardonnait, mais parce que la lettre ne changeait rien. Ce n'était pas une conclusion dont elle avait besoin. C'était la liberté. Et elle l'avait déjà. 1 an plus tard, la Vendée, il était en vie. Brian a obtenu une bourse pour son aménagement paysager. Janet a transformé la chambre d'amis en atelier d'art. Greg venait dîner tous les vendredis. Et parfois, il riait de tout. Comment ils avaient tous atterri ici, à cet endroit. Sous le même toit de ce qui était autrefois un champ de bataille, Rachel se tenait à la fenêtre un soir, observant les lucioles scintiller dans le crépuscule comme de minuscules étoiles. Elle pressa sa main contre la vitre et sourit. Elle avait survécu à la lame de la trahison, à la brûlure de la manipulation, et la douleur amère de l'abandon. Et en survivant,
Elle avait créé quelque chose de plus fort que la vengeance. Une vie qu'elle avait conçue elle-même. La maison de Lavandé, il n'était pas un prix. C'était une reconquête, une renaissance. Et Rachel, blessée, forte, enfin entière, n'était pas seulement en vie. Elle était à la maison. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.